Jean-Jacques Hubert, puisque vous avez la parole, je vous propose de la garder peut-être un mot juste avant sur le travail de votre agence. On le disait, vous travaillez beaucoup sur l'architecture patrimoniale. Je crois savoir que votre associé est architecte en chef des monuments historiques, c'est comme ça qu'on dit, hein. Voilà, oui. Ce qui vous amène en effet à faire beaucoup de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux. Le musée d'art moderne aussi alors fait partie de ces bâtiments patrimoniaux. On n'en est qu'au début en fait de ce regard sur les bâtiments de béton comme des bâtiments de patrimoine. C'est pas encore. Enfin voilà, vous travaillez plutôt sur des bâtiments, j'imagine, de la pierre, des matériaux plus traditionnels. Donc sur le MAM, pour le résumer, donc musée d'art moderne, il a quand même particularité qu'il n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Mais ça ne veut pas dire que nous, à l'agence, on ne le traite pas comme un monument historique. Ça nous arrive aussi de travailler sur du HBM parisien, des habitats bon marché. On les traite d'un point de vue patrimoine. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectures comme ça qu'on peut conserver. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas protégés au titre des monuments historiques qu'ils n'ont pas de valeur. Donc nous, on commence toujours une espèce de recherche historique comme étant un des paramètres. D'accord, mais en tout cas disons par rapport, pour les questions aussi de temporalité, les bâtiments de béton ne sont pas encore complètement rentrés dans le patrimoine, ou alors ça y est, j'ai déjà 20 ans de retard et finalement... Il y a quand même Docomomo là, qui a bien avancé, il y a quand même beaucoup d'organismes qui s'en occupent. Et puis non, je pense qu'aujourd'hui, le patrimoine du XXe siècle, y compris industriel, prend une vraie valeur. Et ben voilà, alors un exemple, même si vous le disiez, qui n'est pas encore, il n'est pas inscrit au monument historique, mais qu'il a quand même sa valeur patrimoniale, le musée d'art moderne. Vous vouliez, je crois, avant de nous raconter le projet, peut-être évoquer en quelques mots le béton, ce que ça peut représenter pour vous, et notamment la poétique dont on parlait tout à l'heure, à travers quelques exemples. Tout à fait. Donc nous amener à parler de l'architecture à travers un matériau, c'est quelque chose qui est un peu étonnant pour nous. Je voulais déjà, avant de commencer d'ailleurs, j'ai un peu oublié, remercier le SAIUE, puis remercier aussi la ville de Paris pour la confiance qu'elle donne à l'agence de confier un projet pareil. Mon maître d'ouvrage est dans la salle. Voilà, donc j'ai toute la pression nécessaire. Donc je reviens en béton au musée d'art moderne. Vous allez voir, c'est très ambigu en fait, parce que le béton, on ne le voit pas au musée d'art moderne, mais il y est. Et avant de parler de ça, je voulais un peu vous parler d'architecture, parce que quand on commence un projet d'architecture à l'agence, c'est d'abord par le programme. C'est d'abord par cette recherche de combinaison de programmes, d'options. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait aussi quand on a commencé à travailler sur ce projet, de prendre les éléments de programme que vous donne le maître d'ouvrage et puis de les tester dans l'espace. Et puis l'architecture, elle commence à apparaître. Quand je dis architecture, c'est mis en forme dans l'espace. À l'agence, on aime bien parler plutôt de lieu que d'espace, parce que le lieu, ça renvoie à des actions, ça renvoie à une énergie, des événements qui s'y passent, et donc, ou même de situations. Voilà, pour nous, ça c'est vraiment le cœur de notre action. Et la matière, le matériau, en fait, nous, on le prend comme un paramètre. Comme un paramètre, pour vous lister des paramètres, vous parlez du patrimoine, c'est un paramètre, le contexte urbain, c'est un paramètre, l'économie du projet, c'est un paramètre, le planning et la planification, le temps du chantier, c'est un paramètre, les acteurs aussi. Je pourrais parler des modes constructifs. Voilà, donc c'était juste un mot assez court. Et donc, du coup, on est amené à parler du béton. Alors, c'est un peu difficile de passer après Bertrand Lemoine. Merci d'ailleurs. Il y a des choses... on ne s'est pas concerté, donc vous les retrouvez, ben, c'est pas grave, ce sera la double peine hein, pour certains. Donc on a essayé un peu de classifier ce que c'est le béton pour nous. Donc c'est la structure d'abord, le béton. Donc l'exemple central, on vous l'a montré juste avant, c'est le Palais d'Iéna d'Auguste Perret, avec le béton qui est révélé comme structure. À droite, c'est une œuvre plus ancienne de Nervi que ce que Bertrand Lemoine a montré, mais on retrouve aussi cette gracilité, voilà, cette qualité incroyable de la structure. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que l'image de gauche, c'est le musée d'art moderne, en chantier. Donc, pour ceux qui connaissent le Palais de Tokyo, on peut le voir un peu comme ça. Pour ceux qui connaissent le musée d'art moderne, on ne le voit jamais. Mais cette structure béton, cette qualité, en fait, cette inventivité de cette époque, elle était présente par le béton. Pour nous, le béton, c'est aussi la matière. De nouveau, à gauche, l'image de gauche, c'est un zoom d'Auguste Perret. Donc, Bertrand Lemoine n'a pas de bouchardage. On voit la couleur, ça va du rose au gris,
matifié, plus ou moins brillant. Au milieu, c'est une référence plus récente d'un architecte qui s'appelle Valerio Giatti, qui travaille le béton vraiment dans sa matérialité. C'est presque archaïque par moments. Ça va, le sol, le mur, le toit est fait avec cette matière. En même temps, il a des éléments de mode et nature qu'on voit apparaître. Voilà, c'est vraiment assez étrange, cette puissance qui se dégage de ces projets. Et à droite, c'est une référence de Walter Förderer, donc qui est à Coire, en Suisse. Là, c'est l'architecture-sculpture. On aurait pu parler de Le Corbusier sur sa fin, parce qu'il y a des exemples qui étaient présents. Et pour nous, voilà, ça c'est aussi le béton. C'est la capacité d'architectonique, de puissance. Voilà. Le béton, c'est la mise en forme. Donc, on retrouve l'exemple d'Eduardo Torroya qu'on a vu précédemment. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est la vue de droite avec le cas de charge où on a encore aujourd'hui, d'ailleurs, à l'agence, il y a comme ça des essais qui se font sur des résistances au feu. Bon, voilà, là, c'était un peu... Moi, je ne serais pas allé dessous, hein, franchement. Mais c'est assez incroyable d'avoir pu le mettre en œuvre. C'est une inventivité, ouais, je trouve, qui est assez phénoménale. En France, on a des très forts aussi un peu plus tard, mais on a le CNIT avec sa double voûte qui est vraiment en chantier aussi, quelque chose de assez fou. Et puis, alors sans aller jusqu'au coin de la rue, mais vous voyez, c'est à Boulogne-sur-Mer à droite. C'est une station essence. Alors moi, j'ai pas de voiture, mais j'aurais bien aimé aller à cette époque. Donc il y a un côté architecture héroïque dans cette capacité du béton à être mis en forme. Alors, est-ce que ça s'est arrêté pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai un peu l'impression que, comme l'a dit Bertrand Lemoine, il y a beaucoup de fer. Et comme il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de corrosion. Ouais, on a quand même été, et puis ça coûte très cher à mettre en œuvre, il faut des coffrages. Donc cette architecture-là, on la voit moins. En même temps, je voulais juste faire un petit clin d'œil sur le béton un peu plus contemporain. Donc on a eu la chance, il y a plus de 10 ans maintenant, de travailler, de gagner un concours sur du mobilier urbain. Et donc ça, c'était un exercice... On a donné ça à des fins d'étudiants. Qu'est-ce que tu peux faire avec un béton fibré haute performance? Donc on avait travaillé ça avec Nicolas Sterling, qui est ingénieur. Et voilà, on avait emmené ça en ductal. Donc c'est un béton fibré. Donc c'était aussi pour dire que le béton, il continue à évoluer sur donc béton fibré, béton résine. Alors, pour vous parler du musée d'art moderne, en fait, il faut peut-être plus vous parler des musées d'art moderne. Donc on est sur ce site-là, au bord de la Seine. Donc c'est le palais de Tokyo ici et le musée d'art moderne à droite, avec le péristyle dont je parlais tout à l'heure. Donc le musée Galliera qu'on voit aussi au nord de l'image. C'est un musée qui a été construit en 1937 sur les traces de l'ambassade de Pologne, je crois. Il prend place en fait dans cette expo internationale incroyable, vous voyez, qui colonise les berges de Seine, qui va du Trocadéro à Tour Eiffel, le Grand Palais réinvesti, donc c'est un espèce de grand dispositif. Il y a 36 portes d'entrée, et puis notre musée d'art moderne, il est là avec son péristyle. L'expo internationale, c'est une expo complètement incroyable. On est en 1937. Vous voyez l'image de gauche, on met en œuvre des matériaux, on continue un peu à démontrer la capacité, l'inventivité, l'air du temps en même temps. Et puis à droite, moi je retiens d'une architecture qui est vraiment étonnante, celle de Jaromír Krajcar, qui est sur les berges de la Seine. C'est une architecture de verre, c'est un architecte tchèque, pavillon tchèque. Il vient complètement suspendu, donc c'est métal, désolé, il n'y a pas, c'est du métal, et des pavés de verre. Voilà, donc là, on a une vraie modernité. En même temps, c'est un peu plombé l'ambiance, mais on est au Trocadéro, et c'est aussi cette période-là où à gauche, on a Albert Speer qui fait le pavillon allemand, le Reich, l'Aigle. À droite, on a Boris Iofan qui met en œuvre aussi le pavillon soviétique. Donc on a déjà la mise en place quand même d'une drôle d'époque à cette période. Faut se rappeler quand même que 12 ans avant, les soviétiques, quand ils viennent pour l'expo des Arts Déco, ils viennent avec un architecte Melnikov qui fait un pavillon constructiviste russe qui était une pure merveille de modernité, d'inventivité. Donc c'est ça l'expo 37, il y a un peu des deux. Et donc on arrive au musée d'art moderne, donc un concours, 128 concurrents.
dont Le Corbusier, encore, Mallet Stevens, beaucoup d'architectes prestigieux. Et on a nos deux architectes, donc Jean-Claude Dondel et André Aubert, associés à deux architectes plus costauds, plus âgés. Ils sont 4 à gagner en tout, et qui gagnent ce concours. Les dessins du concours, que voilà. Donc là, on voit la mise en place d'une architecture. Alors, je ne suis pas expert, je ne suis pas historien, mais j'appelle ça classique, voire néoclassique. Donc dans un goût, dans l'air du temps, où au final, on a une architecture, moi j'appelle un peu enveloppée, en pierre, et on ne voit pas de béton. Voilà. Le chantier, on voit les photos de chantier. À droite, ça c'est pareil, il y a une petite pirouette, une fois de plus pour mon maître d'ouvrage préféré. C'est le planning de chantier de 37, 1 an de chantier. Donc ils ont mis qu'1 an pour faire tout. Et donc nous, c'est de partir de la semaine prochaine, c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre. On va réussir à mettre en œuvre. On a 1 an pour faire une rénovation que partielle. Donc on a un peu la pression. La photo de chantier que je remets, parce que les photos intéressantes, voilà, donc on voit ces colonnes complètement graciles. Et en fait, à droite, la photo du hall, parce que je vous parle du hall parce qu'on va revenir après. Et ce hall, on voit déjà une mise en place de briques. Alors, il faut avoir un peu de bons yeux. Les colonnes sont enrobées de briques. Toute l'architecture est revêtue. On cache le béton, on cache cette ossature. Le hall terminé, livré en 37, avec tout un jeu qu'on trouve assez intéressant, hein, de plafond, de dessin. En fait, on est vraiment dans un jeu de proportions assez fines, une forme d'élégance. Voilà. Donc ça, c'est le musée qu'on trouve en 37. Alors, avant de passer à l'image suivante, donc aujourd'hui, ce musée, tel si vous le connaissez, on ne le perçoit pas du tout comme ça. À l'origine, donc c'est conçu entre l'avenue Wilson et le quai et la berge de Seine. C'est un musée en cascade. Et donc, ce musée en cascade, c'est assez pratique à cheminer, puisqu'on part du haut, on part du bas, on remonte, ainsi de suite. Et dans le temps, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de campagnes de rénovation. On a construit des planchers et on a comblé ces vides. Donc, la perception de cette cascade, on l'a perdue. Et alors, je voulais juste retenir une image, celle-ci, j'aurais aimé la trouver en couleur, mais je ne pense pas qu'elle soit disponible. C'est 70, modification du hall, et c'est l'art cinétique dans toute sa splendeur. Au fond, vous avez une œuvre de Vasarely. À droite, je pense que, je ne suis pas sûr, mais c'est Jean Devanne au Rougemont. Donc il faut imaginer quand même que c'est des choses entièrement colorées. Ça doit être assez fabuleux à voir cet état du hall. Le plafond est complètement descendu. J'en reviens à l'image précédente. On est bien sur le même hall que la vue d'à gauche. Un plafond métallique, dynamique, comme ça on peut régler la hauteur. Et puis nos colonnes, je reviens sur mes colonnes. Les colonnes ici, qui étaient complètement ajourées, on les a complètement perdues puisqu'elles sont en coffret. L'histoire qu'on passe dessus, donc le hall a perdu toute l'inventivité d'ailleurs de cette époque, puisque ce que vous voyez au sol, c'était des douilles. Donc là on vient de fêter l'anniversaire de 68. Bon voilà, ces douilles, c'est quoi? C'est des éléments qui permettaient d'avoir une scénographie dynamique, d'occuper l'espace. Voilà. Il y avait un esprit de débat. C'était un musée transformé pour une autre époque. Alors, je passe à la rénovation. Donc aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est dans le programme, c'était de faire en sorte que le public puisse être mieux accueilli, que les œuvres puissent être mieux conservées ou présentées, et que les personnels du musée puissent aussi travailler plus convenablement. Le musée, il fait ses 6 niveaux. Donc voilà, ça c'est le musée coupé du Palais de Tokyo avec le péristyle. Il fait 6 niveaux. Et donc on a développé les études avec un budget assez précis et on a regardé quelles actions on pouvait mener. Je ne vous montre pas en tout le projet parce qu'il y a des choses qui sont plus anecdotiques que d'autres. On s'est quand même focalisé sur ce hall d'entrée. Le hall d'entrée du projet tel que je vous le montre en axonométrie, je vous montrerai des perspectives après. On a travaillé à la redistribution de l'ensemble des services, avec la billetterie relocalisée,
des comptoirs, des vestiaires intégrés dans les interstices. Et puis surtout, la réouverture en fait, de ces grandes parois pour redonner à lire un peu l'ampleur de ce hall. Et puis la recréation d'un vide qui permet, quand on est au niveau de le hall d'accueil, de commencer à percevoir dès à présent les collections permanentes. Je descends d'un niveau. On a aussi, donc là je rentre un peu dans le projet, hein. On a la librairie qui reste en l'état, et en même temps la cafétéria, pour ceux qui le connaissent, on va le transformer en restaurant. On va pouvoir accueillir donc, le public dans de meilleures conditions. On crée une passerelle. Et donc ce restaurant, il a besoin de cuisine. Donc dans les locaux qui sont aujourd'hui inoccupés, on crée une cuisine. Voilà le projet qu'on propose. Alors, c'est assez particulier en fait, parce que vous l'avez compris, on n'est pas au Palais de Tokyo, qui a été complètement dénudé, on voit la structure. Et donc, on a une architecture, moi j'appelle ça, je dis habillée, mais c'est-à-dire que derrière nos poteaux graciles, vous voyez ces poteaux, en fait, ça c'est l'épaisseur d'origine. On va retrouver en fait ces éléments de colonnes comme c'était à l'origine, et en même temps avec un nouveau matériau. Donc c'est là où le béton apparaît. Donc le béton, il est dans la structure, le béton, il est aussi dans les reprises en sous-œuvre qu'on va faire, je vous expliquerai après, mais on a aussi tout un tas de travail de structure à faire, et puis il est dans la finition. Donc là, c'est un peu un béton contemporain. Alors je fais juste un petit clin d'œil au pavillon autour de vous. Vous êtes assis sur du béton. Vous êtes assis sur le fameux ductal dont je parlais tout à l'heure. Donc nous, ce n'est pas un ductal, c'est un béton résine, mais on en fait les meubles, on en fait les garde-corps. Il fallait que ce projet ait une forme de neutralité aussi, parce qu'on est sur un musée d'art moderne. La place belle doit être donnée à l'œuvre, aux artistes. Donc cette tonalité un peu neutre, on l'a trouvée dans ce gris un peu ciré du béton. Je vous montre différentes vues. On a travaillé à redonner aussi la hauteur des volumes d'origine, donc avec un jeu de plafond qui évoque un peu ce que ce devait être le hall originel. La vue sur les escaliers, pour redonner envie de découvrir les collections permanentes. Quelques plans, parce que c'est aussi des plans. Donc voilà le plan du hall. Le plan du restaurant avec le futur restaurant qu'on va développer. Ah, il m'en manque, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais terminer sur des coupes, mais c'est pas gênant. Et donc, je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, aussi qu'on vient intervenir l'intervention d'un architecte, c'est aussi de prévoir un peu la suite du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un budget, mais on prévoit la suite. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer des bureaux, donc on va créer un plancher nouveau qui va être laissé libre. Et dans un futur du projet, on pourra réinvestir ces nouveaux niveaux. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques Hubert.